Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode des Quick and Dirty, au programme des oiseaux qui font appel à un babysitter, une graine en forme de torpille, et un gros hors-sujet sur un sujet que j'aime bien, les jeux vidéo. La scène a été capturée par un jeune naturaliste qui planque des caméras dans des nichoirs. Ça a l'air de ressembler à une politique autoritaire visant les oiseaux, mais point du tout. Non, c'est juste du voyeurisme. Aucun problème, vraiment. Pour faire simple, cette charmante mésange bleue est au turbin. Elle nourrit ses petits quand tout à coup, Gérard le voisin entre, donne à manger au gamin, puis repart. Plusieurs fois. Et le truc qui me fait vraiment marrer dans cette image, ce sont les petits coups de tête que donne la mésange en direction de l'autre oiseau, et genre, mais t'es qui mec, c'est normal ce que tu fais? Alors sur le principe évidemment vous allez me dire, bah c'est toujours ça que la mésange n'a pas à faire, et là à première vue en tout cas il n'y a pas de conflit particulier, donc Gérard qui est un troglodyte, une autre espèce que la mésange, on dirait juste qu'il s'est planté de nichoir parce que, je sais pas, trop bourré ou je sais pas. Alors un troglodyte, c'est ça, c'est un oiseau de nos contrées qui est finalement assez méconnu alors qu'il est plutôt courant. L'image nous est fournie par Renard Alpin, un naturaliste dont je vous recommande chaudement le Twitter. Alors c'est quand même pas commun ce genre d'événement, parce qu'une espèce qui va aider une autre espèce relativement spontanément, c'est un petit peu étrange, et justement, pour analyser ce genre de choses, on utilise un concept un petit peu vague, mais que je m'en vais vous expliquer. Ce qu'on aime bien dans la biologie en général, c'est un petit peu comme au sein d'un gouvernement français. On aime bien les bénéfices, c'est gratuit. Enfin du coup non. Les actions elles sont pas gratuites dans la nature. Ça consomme de l'énergie. L'énergie, elle est très utile puisqu'elle nous permet de survivre d'un côté, mais aussi de s'occuper de tout ce qui a trait à la reproduction. Donc s'occuper des petits en fait partie, par exemple. Cette notion-là, on en a déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne, il y a un bon moment même. La survie et la reproduction, on regroupe tout ça sous une valeur unique qu'on appelle la fitness. En français, valeur phénotypique. Donc vous aurez compris qu'avoir une bonne fitness, c'est intéressant évolutivement parlant, parce que ça veut dire que vous allez bien survivre, que vous allez bien vous reproduire, voire les deux, voire beaucoup l'un et moins l'autre, bon peu importe, en gros, c'est bien. Pour la reproduction, par exemple, vous avez des organismes qui ont énormément de progéniture, qui vont être relativement autonomes, ou à l'inverse, on a des stratégies un peu plus comme les nôtres, celles des primates, moins de progéniture, mais on s'en occupe plutôt pas mal. Ce qui fait qu'à la fin, on a un petit individu bien tout prêt et parfait, voilà. On sent une grosse expérience de parentalité, là. Donc vous voyez que quand on utilise la fitness un petit peu en réflexion comme ça, en tâche de fond, notre troglodyte, là, on peut se demander ce qu'il est en train de faire, il perd son temps, quoi. C'est-à-dire qu'il donne à manger à des oisillons d'une autre espèce, au lieu éventuellement de s'occuper de ses propres petits, voire, si on pense plutôt à la survie, au lieu de le donner à je ne sais qui, il pourrait le manger lui-même, l'asticot, ce serait peut-être pas plus mal, stratégiquement parlant. Ce comportement se nomme en anglais cross-species feeding, qu'on pourrait salement traduire nourrissage d'autres espèces. Ce phénomène, plusieurs fois observé, demeure pourtant quelque peu mystérieux. Donc qui dit mystérieux dit débat chez les scientifiques, et qui dit débat chez les scientifiques dit pléthore d'hypothèses diverses et variées, qui sont intéressantes quand même et que je vais vous donner, mais voilà, on en est à l'état d'hypothèse et non pas à l'état de consensus. Le naturaliste qui a pris ces images explique que le nid de troglodyte est pas très loin du nid des mésanges, donc stimulé par le bazar que font les oisillons, et ce comportement de nourrissage des petits oisillons étant très très prononcé, en gros, notre troglodyte, ils fonce tête baissée sans réfléchir. Ou alors, il voulait juste qu'il la ferme parce qu'il déteste les gosses. C'est possible. Donc dans cette hypothèse, on nourrit des oisillons coûte que coûte. Et s'il y a des erreurs, c'est pas très grave et c'est pas forcément handicapant pour ses propres petits. C'est sûrement plus avantageux, justement que ce comportement-là, ce soit vraiment à fond la caisse. En gros, c'est un peu obsessionnel, mais c'est mieux comme ça, plutôt que d'être un peu tête en l'air et de se dire, tiens, oula, j'ai passé l'heure d'une heure, les oisillons, là, voilà, ils sont morts. Là j'ai improvisé, voilà, ça part tout de suite, on part tout de suite dans un truc glauque. Mais il reste d'autres éventualités, somme toute assez proches, comme le fait par exemple que lui il attend ses oisillons qui vont sortir incessamment sous peu, mais que madame est encore en train de les couver, ou que c'est qu'une question de jour, mais lui il est au taquet, donc il y va, tant pis s'il y a un petit peu d'erreur. Et il y a une version un peu plus triste, c'est que sa nidification a tout simplement raté, il n'a pas de petits, et même chose, comportement très prononcé, donc il entend des oisillons apporter, et pendant quelques temps il va certainement se rabattre un petit peu sur eux. Et puis voilà. Donc oui, la nature c'est compliqué, les réponses ne sont jamais simples, et quelque part, est-ce que c'est pas un petit peu mieux que la nature reste un petit peu mystérieuse? Même si c'est assez convenu, je pense qu'il y a quand même une grande part de vérité quand on dit « la nature est bien faite ». Un petit peu de plantes pour cette seconde partie, parce qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, la graine d'Erodium circutarium.
c'est plus ou moins une cousine des géraniums. Alors l'espèce a plusieurs noms vernaculaires, autrement dit des noms français, le plus joli étant le bec de grue à feuilles de ciguë. Comme la botanique est un univers relativement fourni, qui est loin d'être mon point fort, moi je vais uniquement me concentrer sur le fruit de cette plante. Vous appelez ça la graine. Les botanistes, eux, qui ont toujours une bonne occasion de faire un mot compliqué, appellent ça akène. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la graine se prolonge par une sorte de queue en tire-bouchon. Sous l'effet de l'humidité, le tire-bouchon se déforme, tantôt il s'enroule, tantôt se déroule, imprimant un mouvement qui permet de planter la graine lorsque celle-ci s'emmanche dans un trou. Ce mécanisme est pour le moins efficace et ses propriétés physiques sont assez simples à résumer. Lors de la maturation de cette graine, elle va prendre cette forme en tire-bouchon. On peut donc l'observer, cette maturation, en la laissant au sec. Et au contraire, l'ajout d'eau va complètement étirer le prolongement de la graine. Ajoutez à cela une nature avec ses fluctuations, et vous obtenez, dans le milieu naturel, un mouvement qui un coup va dans un sens, un coup va dans l'autre, jusqu'à ce que ce soit le bon moment et que la graine soit plantée correctement. Et voilà. Mais c'est relativement tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous rappelle que dans le nom du format, il y a marqué Quick, donc je peux faire vite si j'ai envie. Et puis le hors-sujet est un peu plus long que d'habitude, et je suis en train de perdre un temps monstrueux là. C'est là aussi d'ailleurs. Et au montage, je continue à le perdre. Arrête! Parce qu'un scientifique doit toujours mettre son nez dehors, le hors-sujet du jour. L'occasion pour moi de sortir largement des clous, nous allons parler d'un jeu vidéo, mais pas n'importe lequel. Un jeu culte parmi les jeux cultes, fondateur des fondations, un ovni qui a posé suffisamment de bases pour qu'aujourd'hui bon nombre de studios de développement s'en revendiquent, le jeu qu'on nomme simplement Dwarf Fortress. De son nom entier Slaves to Armok, God of Blood, Chapter 2, Dwarf Fortress. C'est très long. C'est très long. Il s'agit d'un jeu indépendant créé par deux frangins, Tarn et Zach Adams. Le développement a démarré en 2002, et rentrons directement dans le vif du sujet. Ça tronche. Oui, on ne dirait même pas un jeu vidéo. Tout ce que vous voyez, les graphismes donc, correspond à des caractères ASCII. Ça, c'est une rivière. Ici, c'est un personnage. Là, c'est un arbre. Là, une plante. Voilà. Alors les caractères ASCII, il n'y a rien de sorcier, c'est juste un jeu de caractères. Il y a à l'intérieur les lettres, chiffres que vous connaissez, et puis il y a tout un tas de caractères dont au quotidien on a rarement l'utilité. Sur les anciens ordinateurs, c'est ce qui était affiché à l'écran, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui on a davantage de caractères, et puis on rajoute par-dessus des polices d'écriture et tout, mais voilà, en fait vous savez ce que c'est. Ce concept d'utiliser des caractères ASCII pour faire le graphisme nous vient d'un vieux jeu des années 80, duquel d'ailleurs Dwarf Fortress est inspiré, et qui est en fait très fondateur également, à savoir Rogue. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des jeux vidéo, Rogue est un mot qui vous est familier, puisqu'il a donné le terme roguelike, à savoir comme Rogue. Rogue est donc un jeu qui a carrément créé un genre. Le principe, on incarne un aventurier qui, de salle en salle, tour de jeu après tour de jeu, est confronté à chaque fois à une nouvelle situation, combat, trésor, etc., avec l'objectif de trouver une amulette dans le donjon avant de regagner la surface. Mais pire que ça, le concept de Rogue, c'est que vous n'avez qu'une vie. Si vous mourrez, la mort est permanente. Vous recommencez depuis le début. Donc peut-être qu'il aurait fallu éviter ce combat, par exemple. Bon, là c'est trop tard. Mais il aurait fallu. Et depuis quelques petites années, le genre roguelike est en plein essor. Il y a énormément de jeux qui reprennent le principe qu'a institué Rogue en son temps. Tout ça pour dire que ce choix-là de graphisme est pas anodin, déjà il s'inscrit dans un certain contexte, et puis que simplement c'est une stratégie de développement, le fait est qu'on a mis les graphismes de côté pour se concentrer sur d'autres choses. Reconnaissez que vous n'avez pas vu ça souvent, que vous soyez amateur de jeux vidéo ou non. En gros, ici, c'est place à l'imagination. Le jeu dispose de plusieurs modes de jeu, à commencer par le mode aventure, qui est, c'est un roguelike en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on a un aventurier qui d'étape en étape, du coup, aura des choix à faire, etc. Bon, vous avez compris le principe, c'est un roguelike, voilà. Mais le mode qui a donné ses lettres de noblesse à Dwarf Fortress, c'est le célèbre mode de jeu Fortress. Le principe du mode est assez simple. Vous êtes à la tête d'un petit groupe de nains, des pionniers, et vous allez devoir fonder avec eux une forteresse. Et bien sûr, dans un monde de tous les dangers. Il va falloir creuser, miner, donner un logis à vos nains, les habiller, produire des biens de consommation, se défendre des civilisations ennemies et des animaux sauvages, etc., etc., etc. Dwarf Fortress a inspiré plusieurs jeux plus récents, que ce soit des roguelikes, ou bien des jeux plus proches de ce mode Fortress, comme Gnomoria, Rimworld, qui sont des cousins directs, ou encore Space Haven, ou Surviving the Aftermath. Et si les graphismes vous ont un peu rebuté, la jouabilité,
Me concernant, c'est un peu le purgatoire, en fait. En gros, c'est tout au clavier. Vous êtes censé donner des directives à vos nains, hein, c'est le principe du jeu. Allez creuser un tunnel là-bas, allez cueillir des pommes par là-bas, voilà. Et ben tout ça, il faut taper des raccourcis au clavier. Voilà, que ça. Et c'est là que vous vous dites, eh ben en fait la souris, c'est vachement pratique. Ouais. Mais passons ces détails qui, finalement, pour beaucoup, ça fait le charme du jeu, et je peux le comprendre parfaitement. Non, ce qui est très important dans le jeu, un point crucial, c'est que avant de lancer une partie, que ce soit de l'un ou l'autre des modes, il va falloir générer le monde. C'est-à-dire qu'avant de lancer votre partie, le jeu génère donc un monde, avec sa géographie, évidemment, c'est-à-dire avec les forêts, les montagnes, les rivières, ses changements, etc. Mais il génère aussi les civilisations, avec leur histoire, leur guerre, leur mystère, leurs légendes, et aussi leur disparition. Je trouve ça absolument fascinant, en fait. Dwarf Fortress a su transcender son apparence un peu brute de pomme, là, comme ça, avec les caractères ASCII, justement avec une profondeur qui est parfaitement inégalée. Le jeu, qui se veut difficile, est à chaque fois une aventure un peu différente, où des événements totalement improbables peuvent soudainement causer la perte de votre forteresse. Si je voulais vous parler de Dwarf Fortress, c'est parce que c'est finalement à la source de plein de choses qu'on peut voir dans l'industrie vidéoludique de maintenant, et que même si vous n'êtes pas amateur de jeux vidéo, ça reste un petit bout de l'humanité. Et justement, quand on parle d'humain, récemment, Zach, l'un des deux frères, a contracté une maladie, avec des soins très onéreux. Et même si ça fait 20 ans que le jeu est alimenté par les dons des fans, c'est pas suffisant. Et c'est comme ça qu'un projet gratuit, désintéressé, communautaire aussi, libre, un peu comme Internet savait les faire, il prend un autre tournant aujourd'hui. Le jeu aura donc bientôt droit à une version payante, avec des graphismes plus consensuels, développés pour l'occasion. Il y aura bien sûr toujours une version gratuite brute de pomme, mais voilà, on va vendre le jeu sur de grandes plateformes capitalistes de revente. Mais ça permettra de payer les soins de Zach, et que même les belles histoires, elles ont des humains derrière. Juste des humains. Et même si j'étais bien en peine, très franchement, de jouer plus de quelques heures à Dwarf Fortress du fait de sa jouabilité, je pense que je vais participer à ce nouveau chapitre de cette belle petite histoire qu'est Dwarf Fortress. À bientôt pour un prochain Quick and Dirty. Salut!